Bonjour ou bonjour. Sa voix douce et chaude a accompagné des milliers de personnes. Christophe André, psychiatre, psychothérapeute, écrivain, est un guide, un témoin attentif de la résilience humaine et surtout un passeur d'espoir. Spécialiste des émotions, de la médiation et de la psychologie du bonheur, il sait au fil de ses livres, de ses chroniques radio et de ses conférences comme aujourd'hui, transformer des concepts complexes en mots simples, en outils concrets pour mieux vivre, mieux se comprendre, mieux renaître. Son approche, à la fois scientifique et profondément humaine, nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais souvent le terreau d'une force. Avec ce livre, Vivre avec, vivre après, 3 médecins nous parlent de la traversée du cancer, qui s'appuie sur sa propre expérience de patient. Il aborde un sujet universel et intime, le cancer. Mais au-delà de la maladie, ce livre magnifique, écrit avec 2 oncologues, parle avant tout de la vie, de cette capacité extraordinaire à se relever, à se réinventer, à trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. C'est un appel à la vie, une invitation à renaître chaque jour, à soi-même et aux autres. Christophe André. Bonjour Christophe André. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et la salle est pleine, nous aurions la conférence est retransmise également dans tout le Palais Beaumont. Je pense qu'on aurait pu doubler allègrement le nombre de places. Et sans doute que ça en dit long aussi sur le rôle et la mission qui est la vôtre. Vous avez, je l'ai dit, on va parler de ce livre bien évidemment. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous avez exercé longtemps à Sainte-Anne. On vous connaît beaucoup aussi pour tous les livres que vous avez écrits. Et c'est la première question que je voudrais vous poser finalement, ce désir de ces livres que vous avez écrits, est-ce que c'est pour transmettre le plus possible, pour sortir des portes de votre cabinet, du service dans lequel vous travaillez, pour toucher le plus grand nombre ? Oui, bien sûr. En tout cas, c'est la conséquence des livres, la conséquence que j'ai découverte. Mais au départ, ce qui est drôle, c'est que je n'avais pas de projet de faire des livres touchant un grand nombre de lecteurs, des best-sellers, etc. Mon premier livre, c'était un livre qui s'appelle « La peur des autres », un livre donc sur l'anxiété sociale, la peur du contact avec autrui, des sortes de timidité pathologique, maladive, excessive. Et en fait, il était construit à partir d'un polycopier. On faisait beaucoup de thérapies de groupe à l'époque dans l'unité de soins dont je m'occupais. Et donc, à la fin de chaque groupe, on voulait que nos patients continuent de travailler, faire des petits exercices, reprennent un peu les choses qu'on avait abordées durant la session. Et donc, on leur remettait des feuilles polycopiées. Et à la fin de la thérapie, ils avaient 100, 120 pages. Et puis un jour, un ami m'a dit qu'on pourrait peut-être proposer ça à un éditeur. Donc c'était Odile Jacob. On l'a proposé, donc ça allait très mal, parce que c'était mal écrit, c'était un polycope médical, donc il a fallu l'arranger pour en faire un vrai livre, parce qu'un vrai livre, c'est pas juste des connaissances, c'est aussi des récits, des explications, tout un art, quoi, de convaincre les lectrices et les lecteurs d'embarquer avec nous. Et on l'a fait. Le livre est sorti. Et là, c'était drôle parce qu'on a été invités dans diverses émissions. Puis après, moi, je suis retourné au boulot. Je pensais que c'était fini. Et en fait, quelques semaines après, Odile Jacob nous appelle, nous dit « C'est un best-seller, c'est magnifique, il faut en faire d'autres. » Donc, ce n'était pas intentionnel au début. Par contre, ce dont je me suis aperçu, ce dont on s'aperçoit quand on écrit des livres, c'est que c'est vraiment un truc spécial, les bouquins. C'est vraiment... on recevait beaucoup de courriers où on rencontrait beaucoup de personnes lors des dédicaces, comme il y en a ces jours-ci, donc à Pau, autour de ce grand congrès, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas un congrès, c'est ce grand salon littéraire. Voilà, oui, ou un festival, on ne sait pas bien, les rencontres littéraires. Grandes rencontres. Et quand les personnes raconte l'effet que le livre a eu sur elle, on voit que là, il y a un truc extraordinaire, très touchant, c'est que lorsqu'un livre nous concerne, finalement, on a l'impression que l'auteur l'a écrit pour nous.
qu'il a clarifié des ressentis qui étaient présents en nous, mais flous, et que l'auteur, parce qu'il a beaucoup travaillé, c'est pas parce qu'il est plus génial que nous, mais à force de travailler avec des patients, il a compris ces choses-là. Et ça, moi, ça m'a toujours beaucoup touché, quoi, cette espèce de rencontre à distance entre un auteur et ses lecteurs, ses lectrices, qui ne se connaissent pas personnellement, mais au fond qui partagent une humanité commune. Moi, je suis psychiatre, donc j'ai un tout petit peu d'habitude du fonctionnement quand même des êtres humains, de la psychologie humaine, et j'adhère totalement à cette très belle remarque, très profonde, très sage de Paul Valéry, qui dit « Les humains se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent ». C'est-à-dire, au fond, à l'extérieur, on essaie de ne pas avoir les mêmes vêtements que l'autre, de ne pas avoir forcément le même mode de vie, de se distinguer. Mais tout ce qui est intime, tout ce qui est au fond de nous, on le partage avec la plupart des autres humains. Donc voilà, quand vous soignez, et notamment en psychiatrie, vous avez des histoires de vie incroyables et vous apercevez que, c'est pas qu'elles se ressemblent, elles ne sont pas superposables, mais nous avons les mêmes détresses, nous avons les mêmes espoirs, nous avons les mêmes peurs, nous avons les mêmes mécanismes qui nous conduisent à nous débarrasser de nos peurs. Donc, tout ça est très varié, d'une infinie variété, mais tout ça nous rapproche énormément. Enfin voilà, désolé, je suis très bavard. Quelle chance. De soignant, vous êtes passé il y a quelques années, c'était en 2022 ou 2015, pardon, à soigner patient, puisque vous avez été atteint d'un cancer. Vous en avez parlé dans Consolation, notamment en 2022, je crois. Qu'est-ce qui a conduit à ce que vous alliez au-delà et que vous partagiez votre expérience avec ces deux oncologues extraordinaires? Malheureusement, on est tous un jour soit confrontés directement ou dans son entourage par quelqu'un atteint du cancer, et on rêverait d'avoir des soignants comme vous et comme L2. Comment il est né? Comment il est né l'histoire de ce livre, la naissance de ce livre? Elle est née d'abord de ma propre expérience. Effectivement, moi je suis convaincu que tous les partages sont des enrichissements, que quand on parle avec quelqu'un de la manière dont il a traversé la parentalité, la vie de couple, la maladie, les difficultés professionnelles, chaque fois qu'on échange entre nous, on comprend des choses, on comprend ce qui nous rapproche, ce qui nous distingue, on comprend quand même qu'il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous distinguent. Et quand j'ai appris que j'avais cette maladie, j'étais très mécontent. Je me disais, merde, c'est cancer du poumon, j'ai jamais fumé. Non-fumeur. Voilà, c'est très injuste, c'est idiot de se dire ça, évidemment. Il n'y a pas de justice dans la maladie, il y a juste un cumul de facteurs de risque. Je ne sais pas si on doit parler des aspects médicaux, mais enfin bref. Et donc, j'ose à peine le dire, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de traverser cette maladie. Alors c'est une expérience que j'aurais bien préféré ne pas faire, si je devais remonter le temps et qu'une fée me donne le choix entre avoir de nouveau ce cancer et ne pas l'avoir, sans hésiter, je préférerais ne pas l'avoir. C'est comme si on me dit, voilà, est-ce que vous voulez rajeunir ou est-ce que vous êtes content d'être vieux? En faisant les malades, parfois on dit j'adore vieillir. Pas la peine de faire un sondage. Vieillesse, je pense que... Si on vous donne la baguette magique, vous préférez rajeunir, etc. Donc, évidemment, ce n'était pas un choix, mais ça m'a bouleversé au sens positif. C'est-à-dire, tout à coup, en fait, le cancer, c'est une maladie qui nous tire à la fois vers la mort et vers la vie. Ça nous tire vers la mort parce que vraiment, c'est une maladie qui nous fait très peur. Sa seule évocation, d'ailleurs, elle est associée souvent à ça. Mais oui, c'est la méga maladie. C'est la maladie qui fait éclore dans l'esprit de tout le monde le mot de mort. Vous dites cancer, et instantanément, dans la tête des personnes en face de vous, ils associent ça à la mort. C'est une maladie qui fait peur parce que les traitements font peur. On a tous en tête ces traitements qui sont les anticancéreux, les antimitotiques, qui bloquent et qui tuent les cellules cancéreuses, mais qui tuent aussi nos propres cellules, donc on perd nos cheveux, etc.
Donc ces traitements font peur, sont des poisons en quelque sorte, dont il faut bien doser la quantité pour tuer la maladie, mais pas tuer la personne. C'est une maladie qui symboliquement est une maladie incroyable, parce que c'est quand même une bombe que fabrique notre corps pour nous tuer. C'est un attentat de notre corps contre nous-mêmes. C'est des cellules qui mutent génétiquement et qui deviennent immortelles, qui refusent de mourir et qui prolifèrent et qui tuent leur écosystème, c'est-à-dire nous. Comme une réaction de vie de ces cellules, finalement. C'est un peu la jeunesse et la vie de ces cellules qui nous détruisent. Mais... Oui, elles font un peu, c'est des cellules qui sont obsédées par le transhumanisme, elles veulent devenir immortelles, mais elles nous jouent un sale tour. Enfin voilà, tous ces aspects du cancer sont incroyables. C'est une maladie qui est absolument incroyable. Et à force de faire des détours, d'ailleurs, j'ai oublié de quoi j'étais parti, pourquoi je vous parlais de tout ça. Je vous posais la question de savoir comment était né ce livre. Et vous étiez donc un Parce que j'ai trouvé que c'était passionnant. Positif. C'était incroyable. Voilà. Et du coup, oui, c'est ça, non, je me souviens. Ça nous tire vers la mort. C'est ça. Vous en parlez. Et ça nous tire vers la vie, parce que c'est évidemment, au moment où on se dit, mince, je vais peut-être mourir plus tôt que prévu, l'histoire va s'arrêter peut-être plus tôt que prévu, c'est à ce moment-là qu'on se dit, oh, c'est quand même bien la vie, c'est quand même un truc incroyable. Alors on râle parce qu'on a mal aux dents, parce qu'il faut payer ses impôts, parce qu'il y a des tas de trucs qui ne vont pas aussi, mais quand même, quoi, c'est l'option de se dire, je vais peut-être descendre du bus plus tôt que prévu, au lieu de continuer le voyage, nous rend très tristes. Moi, j'étais très triste, par exemple, quand on m'a appris que j'avais un cancer. Je n'ai pas eu peur de la mort tout de suite, mais j'ai eu une grande tristesse à l'idée de devoir quitter la vie. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est une maladie qui est assez dingue, avec à la fois cette aspiration vers la mort, la peur de mourir, la peur de laisser les gens qu'on aime, et puis cette aspiration vers le fait que la vie est formidable. Alors, la réaction que vous avez eue, qui vous a bouleversé et que vous avez pris d'un point de vue positif, est-ce que ce n'est pas justement ce que vous dites à plusieurs reprises dans votre livre, c'est que le patient soit acteur aussi de sa maladie, qu'il réagisse aussi en fonction de ça, qu'il ne se laisse pas dominer par la maladie et les soins qui convergent, d'être partie prenante? Oui. La rencontre que j'ai faite avec mes deux jeunes collègues cancérologues, elle s'est faite lors d'une grande réunion, un peu comme aujourd'hui, où nous étions très nombreux. On parlait de ce qu'on appelle la médecine intégrative. Hein, c'est une façon... On va y venir d'ailleurs après. Vous allez sûrement, on va en parler. Et on s'est retrouvés un peu par hasard, enfin on ne se connaissait pas, hein, tous les trois sur une table ronde médicale. Et on s'est aperçu qu'on partageait beaucoup de choses, dont cette conviction qu'au fond, quand on soignait un cancer, il fallait soigner la personne et pas seulement la maladie. Hein. La bonne médecine, ce n'est pas une médecine qui ne s'occupe que des maladies, ce ne sont pas des soignants qui ne s'occupent que de votre organe malade, c'est des soignants qui s'occupent de la personne, qui héberge l'organe malade, qui héberge la maladie, qui prennent en compte ses inquiétudes, ses doutes, ses espérances, son style de vie. Donc ça, c'était la première de nos convictions. Allons vers une médecine de la personne plus qu'une seule médecine de la maladie. Aller vers la médecine de la maladie, c'est une tentation, évidemment, parce que la médecine contemporaine, et notamment en cancérologie, elle est extraordinaire. Hein. Je crois que la plupart des personnes qui ne travaillent pas dans ce milieu ne se rendent pas compte des progrès hallucinants que nous avons faits en cancérologie. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a encore 2-3 décennies. Donc ça, c'est vraiment formidable, mais il faut aussi prendre en compte les inquiétudes, les souffrances, les peurs, etc. Et l'autre conviction que nous partagions, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que nous devons aller vers une médecine de la santé et pas seulement une médecine de la maladie. Autrement dit, nous devons apprendre à nos patients à prendre soin d'eux, soit pour prévenir, éviter, ralentir l'apparition ou l'évolution des maladies, soit pour accompagner les traitements qu'on leur donne. Et ça, c'est vrai que ça prend du temps, malheureusement. Il faut expliquer, il faut comprendre comment fonctionnent les personnes, voir comment nos conseils
peuvent être appliqués ou non à tel ou tel moment de leur évolution. Mais c'est passionnant, et là encore, c'est un service qu'on rend de ne pas... Par exemple, en psychiatrie, moi, chaque fois que j'avais à faire le cours aux étudiants sur la prescription de médicaments, en psychiatrie, les médicaments antidépresseurs, anxiolytiques, thymorégulateurs sont très précieux, hein, et vraiment, on est content de pouvoir en disposer, mais ils sont précieux à condition qu'ils ne remplacent pas l'accompagnement et l'écoute, et surtout qu'ils ne soient jamais prescrits seuls. J'expliquais aux étudiants, vous n'avez pas le droit de prescrire un antidépresseur sans vérifier que la personne, à côté de l'antidépresseur ou grâce à l'antidépresseur, va construire des manières différentes de se comporter, d'affronter ses peurs, ses déprimes, etc. Et donc, on ne doit pas faire de prescription orpheline, de prescription sèche, prescrire et attendre de voir ce que donne l'effet du médicament, parce que même si le médicament marche, le jour où on retirera l'échelle, le médicament, est-ce qu'on sera sûr que les gens auront accompli ce travail de transformation, ce travail de renaissance, puisque c'est le fil rouge de ces journées. Et donc voilà, toutes ces convictions, on a découvert que nous les partagions, et puis on s'est dit, tiens, exactement votre question du début, le moyen de les diffuser, encore plus, le moyen de les partager, ça serait peut-être de faire un livre. Mmh. Comment on pourrait définir la médecine intégrative? Vous en avez déjà donné quelques lignes, mais globalement, une bonne définition de la médecine intégrative que pratiquent Violaine et Chloé. Oui. Alors la médecine intégrative, pour comprendre ce dont il s'agit, c'est une médecine qui est centrée sur ce qu'on appelle dans notre jargon la médecine basée sur les preuves. En anglais, c'est evidence-based medicine. Il faut qu'il y ait des données scientifiques nous permettant de prescrire tel ou tel médicament, telle ou telle méthode, etc. Mais qui connaît ses limites, qui sait qu'elle ne peut pas tout et que les patients ont parfois des besoins qui peuvent être comblés, qui peuvent être apaisés par des méthodes qui ne disposent pas de validation scientifique, ce qu'on appelle les médecines douces. Alors, on n'aime pas trop l'appellation médecine douce. Parce complémentaire. Ouais, voilà, ça supposerait que les autres médecines sont dures. Elles ne sont pas forcément dures. Hein. Je peux prescrire des antidépresseurs, des antibiotiques avec beaucoup de douceur, de pédagogie. Et donc, il n'y a pas le doux d'un côté, le dur de l'autre, mais on comprend un peu ce dont il s'agit. C'est des médecines qui essaient de leur mieux de respecter les équilibres, les besoins psychologiques, le besoin d'écoute, etc. Et donc, on préfère parler de médecine complémentaire, c'est-à-dire, si vous avez un cancer, c'est évident qu'il vous faut écouter ce que vous disent les oncologues, les médecins oncologues, là, il n'y a pas photo, mais c'est évident aussi que tous vos besoins psychologiques, émotionnels, existentiels ne seront pas liés à la maladie, ne seront pas satisfaits par les oncologues. Et donc, quand on a fait des études qui montrent que les personnes engagées dans des parcours de soins qui traversent le cancer, des parcours de soins en oncologie, 80% d'entre elles vont avoir au moins une fois recours à ces médecines complémentaires. Vont aller voir un homéopathe, aller faire des massages, aller faire de l'acupuncture, de voir un naturopathe, voilà. Toute cette galaxie d'approches dont la science n'a pas démontré avec suffisamment de clarté l'efficacité, mais dont les patients voient qu'elles leur font du bien, et dont nous, les soignants, même si nous ne pratiquons pas ces médecines, si on se met à l'écoute, on voit aussi que quelque chose se passe. Donc là, vous avez trois options quand vous êtes cancérologue. Soit l'interdiction, vous dites à votre patient, vous arrêtez vos bêtises, vous prenez ce que nous vous prescrivons à l'hôpital et ça suffit comme ça. Soit la condescendance, bon écoutez, si ça vous amuse, hein, vos petites pilules ou vos massouillages, là, allez-y. Soit la curiosité, c'est dire, écoutez, moi, je ne suis pas convaincu, mais ça m'intéresse de voir l'effet que ça va vous faire. Tenez-moi au courant, regardons un peu ensemble ce qui se passe. Et cette attitude, c'est celle que nous pensons être préférable. D'abord parce qu'elle respecte les besoins des patients. Les patients, ils ne sont pas idiots. Hein. Ils sont pas,
avoir de condescendance. Ces pauvres patients, ils ne comprennent rien, ils font n'importe quoi. Ils savent bien ce qui leur manque quand ils sont en consultation de cancérologie. Ce qui leur manque, c'est du temps pour être écoutés. Les cancérologues, ils ont tellement de boulot que parfois les patients nous disent « J'avais plein de questions à lui poser, mais il avait l'air tellement stressé, le pauvre, tellement en retard, je n'ai pas voulu l'embêter. » Parce que j'étais constipé, j'avais une inflammation buccale et tout, j'ai pas voulu. Voilà, ils savent qu'en allant vers d'autres types de soins, ils vont peut-être avoir une meilleure écoute, plus de temps. Ils vont avoir aussi un autre récit de leur maladie. En cancérologie, le récit, vous savez, c'est ce qu'on appelle la médecine narrative. On s'intéresse beaucoup à tous ces aspects pas forcément clairs dans la prise en charge médicale, mais au fond, quelle histoire les patients se racontent à propos de leur maladie? Est-ce qu'ils voient leur cancer comme une malédiction, une fatalité génétique, une punition par rapport à des erreurs, le fait qu'ils ont trop réprimé leurs émotions, qu'ils n'ont pas... Voilà, il y a tout ce narratif qu'il faut comprendre. Quelles sont les histoires que les gens se racontent sur leur maladie ou que la société leur raconte, voilà. Et puis, il y a le narratif sur le traitement. Ce narratif, ces histoires qu'on se raconte sur les traitements anticancéreux, mais c'est un peu pareil pour tous les traitements, c'est un narratif guerrier. On va tuer le cancer, on va le zigouiller, on va le faire disparaître de votre corps. Pourquoi pas? Mais les médecines complémentaires, les approches complémentaires, elles ont un autre narratif. C'est souvent, on va essayer de stimuler votre immunité, de remettre un petit peu en bon ordre vos capacités à faire face à cette maladie. On ne sait pas si scientifiquement c'est validé ou non, mais on sait et on voit assez souvent que c'est quelque chose de réconfortant, d'encourageant. Et donc, moi qui suis psychiatre, moi qui connais à la fois bien la psychiatrie et puis contraint et forcé à la cancérologie, je pense que c'est quelque chose de très important aussi, le sentiment de confiance, d'être dans la bonne façon d'affronter les choses qui peut naître. Complémentaire, mais pas alternatif. Exactement. Voilà, vous êtes dans mon cerveau. Et donc, la séquence, c'est approche complémentaire. Là, on est preneur, parce qu'on sait que l'oncologie académique, scientifique, est formidable, extraordinaire, mais elle ne peut pas tout, parfois, notamment pour ces aspects-là. Par contre, approche alternative, extrêmement dangereux. Alternative, c'est à la place de. Et là, il faut faire attention parce que là aussi, les gens ne sont pas idiots. Il y a des gens, enfin, c'est pas de l'idiotie d'ailleurs, c'est de l'aveuglement, qui se disent j'ai un cancer, mais tout ce qu'on va me donner à l'hôpital, c'est du poison, donc je vais plutôt me faire des impositions des mains, des prières, etc. C'est assez rare. C'est assez rare. Ce qui est plus fréquent, c'est qu'on perde du temps. C'est-à-dire, c'est souvent dans les rechutes, par exemple. J'ai eu un premier cancer qu'on m'a traité quelques années après. Pépin, voilà, suspicion de rechute ou rechute. Et là, on voit un certain nombre de personnes qui se souviennent que c'était pénible, la traversée du cancer, qui se souviennent des séances de chimio, de radiothérapie. C'est vraiment éprouvant. Et donc, ils se disent, je vais voir, peut-être je pourrais gagner du temps, je pourrais essayer des approches à la place d'eux, et qui passent quelques mois avant que les examens montrent que ça continue d'avancer au lieu de reculer. Et là, parfois, ça peut être trop tard. Donc nous, tout ce qui approche alternative, on est assez férocement contre. On pense que c'est pas du tout une bonne idée. Et ce qu'on appelle les approches intégratives, c'est un peu ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire on garde ce fil conducteur de la médecine validé par la science, mais on est accueillant, on est intégratif, et c'est pas seulement accepter que le patient aille faire ça de son côté, c'est dire, écoutez, on l'intègre vraiment. Ouais, tenez-moi au courant et demandez à votre soignant, à votre naturopathe, etc., de m'appeler, qui me raconte un peu ce qu'il fait. Je veux savoir. Et puis on va suivre. Et puis s'il s'avère que ça vous fait du bien, on sera ravis de. Parce que ce qu'il faut voir aussi au bout d'un moment, c'est que les patients, s'ils sont suivis par un naturopathe ou un homéopathe, ils voient plus souvent leur naturopathe que leur oncologue. Et donc, il se crée une relation parfois
plus forte avec ce soignant. Dans le livre Vivre avec, vivre après, vous détaillez, vous passez par toutes les étapes que rencontrent les patients, et notamment sur l'annonce, dont vous dites c'est probablement le moment le plus fort de la maladie, et vous dites que l'annonce est un geste médical. Or, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Oui. Alors, c'est pas seulement moi ou mes co-autrices qui le disons. C'est quand on fait des études où on reprend avec les patients qui ont traversé le cancer, quels ont été les moments les plus durs, les plus éprouvants, entre le moment où on leur annonce, le moment où ils passent des examens pour valider ce diagnostic, les séances de traitement, l'après-traitement, etc. Le moment le plus qui entraîne la plus grande détresse, je ne sais pas si on peut dire le pire, parce que la chimio, la radiothérapie, c'est pas rigolo non plus, mais le moment le plus choquant, disons, pour eux, le plus perturbant émotionnellement, c'est l'annonce. Le moment où le cancérologue, le soignant, annonce que vous avez un cancer, parce que vous changez de monde. C'est ce que vous dites, on entre dans un autre monde. On rentre dans le monde des gens qui vont peut-être mourir. On est rentré et on appartenait au monde des gens qui ne pensaient pas à la mort, la tendance naturelle du cerveau humain, c'est de ne pas aimer penser à la mort, c'est normal. Et là, tout à coup, ça va être compliqué de ne plus penser à la mort, puisqu'on sait qu'on a une maladie potentiellement mortelle, même si, enfin, vous connaissez la bonne nouvelle, c'est que, alors la mauvaise, c'est qu'il y a de plus en plus de cancers, et pas seulement parce que notre population vieillit, il y a de plus en plus de nouveaux cas chez les jeunes. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'on meurt de moins en moins du cancer. Les taux de survie progressent. Les taux de survie progressent de façon incroyable pour tous les cancers pratiquement. Donc ça c'est important de le rappeler. Mais quand même, quand on nous annonce qu'on a un cancer, c'est le pire moment de l'évolution, enfin, dans les souvenirs des personnes qui ont eu à traverser cette période. Est-ce que c'est le moment le plus fort, le plus choquant? Non. Probablement pas, c'est pas le terme que je retiendrai. Pour le soignant aussi, est-ce qu'ils sont formés? Parce que là, on peut trouver tout un tas de façons d'annoncer, parfois, et comment les emblâmer, ils sont surchargés, débordés, entre deux rendez-vous, ou parce que parfois ils ne savent pas, ils n'ont pas été formés, entre guillemets, ils se débarrassent un peu de l'information. Et d'autres, bien évidemment, font ça de manière tout à fait douce et accompagnante pour le patient. Est-ce qu'il y a une vraie formation pour l'annonce? Oui. Alors, c'est vrai que je n'avais pas pensé à répondre à cette partie de votre question. Vous faites bien de me le rappeler. Pendant longtemps, moi j'ai connu l'époque, je suis un vieux médecin, j'ai passé mon internat en 80, donc siècle dernier. Et un de mes premiers boulots en tant que jeune médecin, jeune interne en psychiatrie, c'était d'être psychiatre dans un service de chirurgie gynécologique où on avait beaucoup de cancers du sein, de l'utérus, des ovaires. Et à l'époque, c'était un service où les chirurgiens étaient très bons. Vraiment, des gens venaient de toute la région se faire soigner. Excellents chirurgiens. Mais la psychologie les emmerdait épouvantablement. Et donc, pour eux, leur boulot, c'était de soigner, de faire la chirurgie du cancer, mais ce n'était pas d'annoncer. Et donc, ils annonçaient ça, pas toujours, pas tous, mais bon, majoritairement, pas très bien. C'est-à-dire, ils rentraient dans la chambre. Peu de tact. Voilà, souvent, ils ne s'asseyaient pas sur le lit de la patiente, ils ne prenaient pas le temps, ils restaient debout, ils disaient machin, vous avez un cancer, l'opération est programmée 3 jours. Enfin. Et donc, ça se passait mal, les patientes étaient effondrées, et les chirurgiens venaient me voir après, ils me disaient André, elle pleure, tu peux aller la voir. Voilà. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'on lui avait annoncé n'importe comment ces histoires-là. Aujourd'hui, c'est plus possible, ça. Aujourd'hui, c'est plus possible, on a compris que cette entrée dans la maladie était décisive, que si l'expérience de l'annonce du diagnostic était traumatisante, eh bien les patients allaient vivre un petit choc traumatique et que tout le reste de l'histoire réveillerait ce traumatisme. À chaque fois qu'ils allaient repasser un nouveau scanner, une nouvelle IRM, un nouvel entretien, une nouvelle radio,
l'histoire allait recommencer, ils allaient se ressentir de nouveau seuls, abandonnés, menacés, incompris. Et donc, aujourd'hui, en théorie, l'annonce du diagnostic de cancer est considérée comme un geste médical que l'on doit accomplir correctement. Il y a des gestes médicaux qu'il faut accomplir correctement. Quand vous recousez une plaie, vous ne pouvez pas vous cracher dans les mains et recoudre sans vous être désinfecté. C'est une erreur médicale, c'est une faute médicale. Aujourd'hui, lorsqu'on annonce un cancer, mais c'est pareil quand on annonce un diagnostic, une suspicion de schizophrénie, par exemple. Toutes les maladies quand même qui sont accompagnées d'une image inquiétante et qui engagent la vie de la personne, vous accomplissez un acte médical, un geste médical, et il faut le faire correctement. Le faire correctement, c'est se donner du temps, savoir que pour annoncer un diagnostic de cancer, il faut avoir au moins une demi-heure devant soi, le faire clairement, avec bienveillance, se taire, observer l'état du patient, lui demander qu'est-ce qu'il est en train de se dire à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut lui expliquer davantage? Savoir qu'on va recommencer quelques jours après, parce que, évidemment, vous êtes dans un état second. Moi, je me souviens quand on m'a annoncé mon cancer, pourtant, je suis médecin, le collègue s'y était plutôt bien pris, mais c'était pas un grand chaleureux, mais c'était bien, il avait bien fait le boulot. J'avais l'impression d'être une mouche. J'avais l'impression que... Sous cloche, ouais. Non, la pièce s'était retournée, j'avais la tête en bas, les pieds en haut. L'impression que je flottais avec la tête à l'envers. Un truc très étrange. Je n'étais pas en train de devenir fou, mais j'étais bouleversé. Et donc, évidemment, j'ai dû oublier les trois quarts de ce qu'il m'avait dit. Donc, aujourd'hui, le protocole, ce qu'on appelle le processus d'annonce, recommande que quelques jours après, le patient revienne, rencontre soit le même médecin, soit un autre médecin, soit une infirmière ou un infirmier spécialisé, qui explique tout, qui répondent à toutes les questions. Donc voilà, aujourd'hui on sait que cette entrée dans la maladie doit être faite de façon humaine et de façon à créer tout de suite un lien, une confiance et le sentiment qu'on n'est pas balancé tout seul comme ça dans le labyrinthe des soins. Le livre est émaillé d'exemples et s'agissant du sujet de l'annonce, il y a vous racontez ce cas et on ne peut pas, comment ne pas s'imaginer, s'identifier de ce patient qui est devant le bureau du médecin et lequel répond au téléphone et qui dit à son interlocuteur, alors qu'il n'a pas encore annoncé au patient qui était malade, « Je te rappelle, je suis à l'annonce ». Oui, c'est affreux. Non. Moi, je me suis demandé... Non, mais alors, les copines cancérologues, là, elles m'en ont raconté. Mais ah ben voilà, j'imagine. On n'a pas mis le 10e. Alors, c'est pas la majorité. Franchement, la plupart des cancéros, des médecins font bien le boulot. Mais il y a une minorité que ça emmerde, que la partie relationnelle emmerde, ou ça leur fait peur, ou ils sont mal à l'aise. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Plutôt, enfin, certains, ça les emmerde, mais d'autres, ils ont peur aussi peut-être de la réaction du patient et de ce que ça engage aussi chez eux. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand vous êtes médecin, qu'un patient fond en larmes, on n'est pas on devrait être préparé, équipé, mais en réalité, on n'est pas formé, on n'est pas préparé, et donc un certain nombre de collègues ont envie d'évacuer ça. Donc, il y a ce genre d'histoire, on ne les a pas toutes mises dans le livre, on ne voulait pas que ça soit trop déprimant, ça existe, c'est en diminution, mais non, ce qui est bien, le progrès, c'est que les médecins savent aujourd'hui que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, il y en a qui continuent, passer les ennuis et tout, mais il y a 40 ans, on ne voyait pas où était le problème. Notre boulot, c'était de soigner, pas de réconforter. Aujourd'hui, on sait que le facteur psychologique est très important. La traversée du cancer, c'est une épreuve, c'est quelque chose de compliqué, c'est une course de fond. Ce n'est pas gagner une bataille, c'est gagner une guerre qui est longue. Et donc, si on n'est pas en bon état psychologique, si on n'est pas soutenu par les soignants, si on n'est pas accompagné par son entourage, c'est plus compliqué. Alors justement, vous venez de prononcer le mot d'entourage. Chacun, peut-être d'entre nous, a été à un moment donné, justement, l'entourage d'un patient. Et on se pose toujours la question, comment se comporter? Est-ce que je
Comment je peux manifester mon soutien, ma compassion? Est-ce que je peux l'appeler? Est-ce que je peux l'aider? Comment l'aider? Ou est-ce que, parce que j'ai peur aussi des réactions que ça peut susciter, et parfois l'entourage ne fait rien ou pas, alors que le patient attend? C'est quoi l'attitude? Quelle est la bonne attitude de l'entourage? C'est difficile Ouais, de trouver le bon c'est difficile. curseur. C'est difficile, c'est exactement le problème qui se pose dans la consolation. C'est ce que j'allais dire, vous en parliez dans votre livre. Voilà, mon livre précédent était consacré à la consolation. C'est quelque chose de très important. La consolation, ce sont toutes ces situations où quelqu'un est confronté à une épreuve, à une adversité, et où nous sommes impuissants à agir sur cette adversité. Je console une personne endeuillée, je ne peux pas ressusciter les morts, donc je ne vais pas pouvoir faire revenir la personne qui est décédée, mais dans cette impuissance, il va falloir que j'essaie de faire un peu de bien à la personne endeuillée. Et ces situations de consolation sont très fréquentes dans une vie humaine. Il y a des tas de problèmes qu'on voudrait régler pour nos proches ou nos patients, on ne peut pas les régler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment se comporter? Et c'est exactement le problème de l'entourage des personnes qui ont un cancer. Quand un de nos proches a un cancer, un de nos amis, un de nos collègues de travail, quand c'est les ultra proches, les choses se jouent un tout petit peu différemment, mais quand c'est une connaissance qu'on aime bien, souvent on ne sait pas trop quoi faire. C'est-à-dire, à la fois, on ne sait pas si la personne a envie qu'on lui en parle, si elle veut qu'on lui parle d'autre chose. Bon. Et donc, on a consacré tout un chapitre à cette question parce qu'elle est très importante. Elle est très importante, la manière dont on peut aider, dont on a envie d'aider. Souvent, par exemple, des personnes nous disent « Ah là là, je voudrais offrir votre livre à tel ou tel ami qui a un cancer, mais est-ce que c'est une bonne idée ?» On n'en sait rien parce que ça dépend du moment, ça dépend. Donc, on dit écoutez, posez-lui la question et puis elle vous dira. Et le mode d'emploi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, le mode d'emploi, c'est deux choses. C'est d'abord savoir que lorsque une personne a un cancer, ses besoins vont être oscillants. Il y a certains jours, on a envie de ne voir que des gens à rigolo, qui nous font penser à autre chose, qui nous changent les idées. Surtout pas qu'on nous rappelle que cette maladie existe et qu'on est malade. Et puis, quelques jours après, les gens qui rigolent tout le temps sont insupportables. Ouais, c'est pas possible. On a envie de parler de choses graves, importantes, de la vie, de l'amitié, de l'amour. Ou de ne pas parler du tout, de rester... À d'autres jours, on a envie que l'ami nous dise « Allez, viens, on va se balader, on va aller faire une randonnée, on va marcher, on va aller au cinéma, on va faire du shopping. » Voilà. Et tout ça, c'est compliqué parce que, évidemment, c'est jamais prévisible. Donc, le vrai bon conseil, c'est de dire « Voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je suis à ta disposition. Est-ce que tu veux qu'on parle, qu'on se taise, qu'on aille se balader ou pas? Et si tu ne sais pas, dans le doute, si les gens disent j'en sais rien, fais ce que tu veux, sans doute que le meilleur conseil, si l'état de la personne le permet, c'est on sort, on va marcher. On va marcher dans la nature, on se remet au contact, parce que ça, c'est un autre conseil très important dans la traversée de la maladie, c'est rester de toutes ses forces en contact avec la vie. Ça, c'est des moments... Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, je n'arrive pas à vous voir, il y a tellement de monde. Je vais faire un petit sondage quand même. Je ne sais pas si le monsieur... On peut éclairer la salle. Est-ce que les chefs opérateurs, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, peuvent éclairer la salle? Ils vont l'éclairer, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que les personnes qui soit ont eu un cancer ou en ont un, ou qui ont été confrontées pour des proches, peuvent lever la main, s'il vous plaît? Voilà. Ok, ça voilà. Se passe on est pratiquement la moitié de la salle, ou sinon plus. Merci beaucoup. Plus. Donc, d'abord, à peu près 30 à 40% de la population générale est dans cette optique. C'est-à-dire, soit il y a en gros 20% de la population qui a eu ou qui a actuellement un cancer, et donc vous multipliez par les proches et les amis, ça fait multiplier par 2 et peut-être par 3. Là, on est dans une salle où vous saviez qu'on allait parler du cancer, donc plus de la moitié d'entre vous sont concernés par cette histoire. Et donc, ah zut, j'ai encore perdu le fil, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Vous avez intérêt à bien m'écouter, parce que de temps en temps, j'oublie.
La nature. Oui, voilà. De rester connecté avec la nature. Voilà, oui, Promenade oui. dans la nature. Merci. Mais il y avait un truc après. Oui, La vie, la bien sûr. vitalité, exactement. Merci. Bon, il y a plein de gens Il y en a qui suivent, hein. C'est réconfortant. Et oui, parce que j'ai tellement envie de vous dire le max de trucs que je pars de loin et après j'oublie quelle était ma cible. La traversée du cancer, c'est quelque chose où sans arrêt des émotions déstabilisantes vous accompagnent. Parfois contradictoire d'ailleurs. Tristesse, peur, culpabilité, envie parfois, colère, envie des gens qui sont en bonne santé et qui font n'importe quoi avec leur santé ou qui ne se rendent pas compte de la chance dont ils disposent, colère par rapport à la société, par rapport aux gens qui polluent, enfin bref. Et donc, toutes ces passions tristes, hein, c'est le terme du philosophe Spinoza, toutes ces émotions douloureuses, on ne peut pas les empêcher d'éclore, hein, mais c'est important de les contrebalancer par des émotions plus douces, plus plaisantes, plus nourrissantes. Et par exemple, moi je me souviens de plusieurs moments, dont un où j'étais à la fenêtre, je ne sais pas si c'était chez moi ou à l'hôpital, je n'étais pas en bon état, et je vois des enfants passer dans la rue, en riant, des petits gamins de maternelle là, qui devaient aller de leur école au gymnase ou j'en sais rien. Et j'ai senti là presque physiquement que j'étais à la croisée des chemins. À la fois, une partie de mon cerveau se préparait à générer des pensées du genre « ben voilà, eux ils vont vivre, toi tu vas mourir », etc. etc. Finalement, cet événement allait générer de la tristesse, de l'amertume, pas de l'envie, parce que c'était des gamins, je n'avais pas à les envier, mais une tristesse et amertume. Et l'autre partie de mon cerveau s'apprêtait à générer des pensées du genre « ils sont trop mignons, c'est génial finalement, ça me fait du bien d'entendre ces rires d'enfants, même si je ne suis plus un enfant, même s'ils sont en bonne santé, si je suis malade, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien de regarder le ciel, même si on est malade. Ça fait du bien de marcher dans la forêt, dans la montagne avec des amis, même si on a un cancer. » Et ça, c'est difficile. C'est difficile de faire que cette part inquiète, triste, préoccupée de nous-mêmes ne mange pas tout le reste, n'écrase pas tout le reste. On ne peut pas la faire disparaître, mais faire naître sans arrêt, faire ce petit effort de faire naître en nous sans arrêt des émotions chaleureuses, réconfortantes, de se réjouir d'entendre des rires d'enfants plutôt que des sirènes de pompiers, se réjouir d'être avec des gens qui nous aiment, se réjouir de voir des personnes admirables, voilà. Et tout cet effort, c'en est un parfois, vers la vitalité, vers la vie, vers les belles choses, c'est aussi quelque chose qui est très précieux dans la traversée de la maladie. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de disposition d'esprit? Il y a une scène qui résume assez bien ce que vous venez d'expliquer. Lorsqu'on vous annonce le cancer, vous sortez de l'hôpital, vous vous asseyez sur un banc, sous le choc, avec une confusion des sentiments, de la colère, de la tristesse. Et le premier geste qui vous vient ensuite à l'esprit, c'est d'aller acheter des films comiques. Est-ce que c'est pas dans cette scène-là, justement, le sursaut de vie, la vie a repris ses droits très très vite en vous? Oui. Alors, l'après-diagnostic, c'est toute une histoire, hein, chez moi. Alors, le problème, c'est que je suis psychiatre, donc je sors totalement chamboulé. Et je sais quand même ce que j'ai intérêt à faire. Déjà, je commence par méditer pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est tellement le bazar en moi que je comprends bien que ce n'est pas le moment d'appeler ma femme, d'appeler des amis, de reprendre mon scooter. C'est le moment de me poser, de digérer le choc, de me remettre la tête à l'endroit. Oui, c'est vrai que vous étiez un petit peu à l'envers. Hein. Voilà. Et après, effectivement, il y a ces réactions incroyables chez nous tous, quoi, quand on a traversé des maladies graves, où l'instinct de vie se met en marche. Donc moi, le truc qui se déclenche chez moi, comme vous le rappelez, c'est... j'ai lu plein d'études sur les émotions positives. Je sais que c'est bon pour la santé.
je suis plutôt dépressif, un peu triste. C'est pas mon fort. Les émotions positives, elles n'arrivent jamais facilement chez moi. Et je dois leur faire de la place, dégager de l'espace pour elles. Et à ce moment-là, elles arrivent. Et donc, je vais m'acheter des cassettes de films comiques en me disant, tu vas rigoler, ça va te faire du bien. Mais j'en ai plein d'autres d'histoires comme ça. J'ai cet ami, je crois que j'en parle dans le bouquin, un ami dentiste à qui on annonce un cancer du côlon. Vous savez, cancer, le mot cancer, c'est un mot latin qui veut dire crabe. Parce que les premiers cancers identifiés dans l'histoire de la médecine, c'était des cancers du sein, avec des lacis veineux sur la poitrine et, qui dessinaient vaguement, selon les médecins de l'époque, c'était peut-être pas évident, mais bon, enfin bref, une forme de crabe avec la tumeur un peu ronde et puis les veines violacées là, qui est tout autour. Cancer veut dire crabe. Et lui, le jour où on lui annonce qu'il a un cancer du poumon, c'est une espèce de bagarreur hyperactif. Il va s'acheter 20 boîtes de pâté de crabe et il décide, je vais en manger une tous les jours. C'est moi qui vais le bouffer. Mais il a guéri. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut soigner vos cancers en mangeant du crabe, mais symboliquement, ça lui a fait du bien. C'est ça. C'était important pour lui. Qu'est-ce que cette maladie a changé en vous ? Est-ce qu'elle vous a transformé ? Quel autre Christophe André depuis la fin de votre cancer ? Alors, grande prudence sur ça, parce que, comme beaucoup de monde, je suis un tout petit peu allergique à la phrase de Nietzsche, hein, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Elle est très belle, elle est parfois vraie, mais parfois j'ai vu beaucoup de personnes chez qui tout ce qui ne les avait pas tués les avait rendus plus fragiles, éclopés, traumatisés, marqués à vie. Donc elle n'est pas toujours vraie, premier point. Et deuxième point, elle est parfois agaçante. Quand les gens vous expliquent que vous devez sortir plus fort de vos épreuves, c'est pas toujours le bon moment pour vous dire ça. Et puis surtout, troisième point, ça fait partie des choses, des phrases, des mantras, des phrases réconfortantes, des phrases fortes, des sentences qui doivent être profondément acceptées. Il ne suffit pas de les entendre pour qu'elles marchent sans nous culpabiliser. Et donc, je crois qu'il faut que ce soit nous qui nous les disions, nous qui les achetions, entre guillemets, nous qui les acceptions. Donc, il ne faut pas trop embêter les gens à leur dire des trucs comme ça. Pour autant, évidemment qu'on sort différent. On sort différent de ce genre de traversée. Moi, j'ai eu de la chance. Donc, en tant que médecin, psychiatre, je savais un peu quels étaient les outils à utiliser pour sortir de là, pas trop mauvais état psychologique. J'ai eu de la chance d'avoir un cancer qui n'a pas été trop destructeur, trop éprouvant. Donc voilà, toutes ces choses-là font que pour moi, j'en suis sorti mieux équipé que je n'étais rentré. Je suis sorti en aimant encore plus fort la vie, en étant encore plus lucide sur le fait que c'était vraiment à la fois un truc qui pouvait nous être retiré à tout moment et que c'était un truc formidable, mais vous savez, tout ça on le sait. On sait tous, toutes et tous, que nous sommes mortels. Tous les humains savent qu'ils vont mourir un jour et que la vie, c'est une chance. Mais c'est pas la même chose que de le savoir intellectuellement et puis de l'avoir vécu dans sa chair, de façon d'avoir eu la peur de mourir dans sa chair, d'avoir eu les illuminations que la vie était belle dans sa chair alors qu'on tremblait. Moi, je me souviens ma nuit de feu, ma nuit la plus intense de la maladie, je le raconte dans le bouquin, je ne sais plus à quel chapitre, c'était la veille de mon opération, je vais à la chapelle de l'hôpital, c'est à l'hôpital Tenon, un hôpital de Paris où exerçait le chirurgien qui était tout à fait expert dans le genre de problème que j'avais. Et donc je vais prier dans cette chapelle la veille au soir, comme un fou. Je n'ai jamais autant prié de ma vie, comme quoi la motivation à prier est quand même liée à nos besoins. On ne devrait pas. Mais j'ai fait ça bien. J'ai d'abord, et sincèrement, je n'étais pas faux jeton, hein, je ne mentais pas. J'ai remercié Dieu, je lui ai dit, écoute, c'était... Merci. Remercier de quoi ? Pardon ? Remercier de quoi ?
de la vie, de la vie que vous aviez vue? Tu m'as permis de vivre jusqu'à maintenant une vie vraiment intéressante. Il y a eu des ennuis, des adversités, des souffrances, des pépins. Ce n'est pas une vie parfaite, mais franchement, c'était génial. J'ai beaucoup aimé les bons côtés. Ils m'ont permis d'affronter les mauvais côtés. Donc merci, vraiment, c'était top. Tu m'as permis de vivre ça. Merci du fond du cœur. Si tu pouvais me laisser un tout petit peu de rab, là, ça serait vraiment bien. Et tu fais comme tu veux, c'est toi le chef. Donc, si tu décides que c'est terminé, je l'accepterai. Et une fois de plus, merci de tout cœur. Et puis, si tu me permets de continuer, encore plus merci. Et ce que je veux dire, là, je vous le raconte en rigolant, mais je ne rigolais pas à ce moment-là. J'étais à genoux, j'avais peur de ce qui allait se passer. Et j'étais dans une espèce de fusion émotionnelle très sincère. Alors, je vous raconte ça pas pour vous convertir, c'est pas une question, mais pour vous dire que voilà, ces moments où on est totalement sincère avec ses peurs, avec ses idéaux, avec ses croyances, bien sûr, avec ses croyances, c'est de l'ordre de la croyance, la foi, il y a zéro preuve, mais c'est une croyance réconfortante. Eh bien, ces moments sont très, très, très précieux. Et donc, oui, moi, ça m'a transformé. Je suis sorti avec un amour de la vie plus grand, avec une conscience encore plus grande de ma fragilité et de la fragilité des gens que j'aime, et même de ceux que j'aime pas d'ailleurs, la fragilité des humains. Et je crois que ça, c'est mieux que ça soit ainsi. Eh bien, Dieu merci qu'il vous ait entendu et qu'il nous donne la joie et le plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Christophe André. Merci. Il y a des fans. Merci beaucoup. Je pense que vous aurez beaucoup de monde à la dédicace, cher Christophe. On se retrouve. Juste pour les dédicaces, enfin, deux trucs. Moi, je suis toujours bouleversé quand je vois qu'on peut être aussi nombreux à venir... Voilà, c'est pas un film hollywoodien, il n'y a pas Tom Cruise, il n'y a pas y a pas de martien. Juste écouter quelqu'un, écouter quelqu'un parler de ses convictions, de ses idées, comme tout au long de ces 3 journées. Je trouve ça formidable, vraiment, c'est réconfortant, premier point. Mais vous êtes aux idées mènent le monde, Christophe. Voilà, mais ça fait plaisir de voir. Et deuxièmement, les dédicaces, c'est toujours un truc très court, très frustrant. Et je fais de mon mieux. Donc, excusez-moi, si on est nombreux, je ne vais pas pouvoir parler comme j'aimerais pouvoir le faire 1 heure avec chacune et chacun d'entre vous, mais chaque rencontre me touche et m'intéresse. Voilà, merci encore. Merci, merci.